ça fait 50 ans. Nous sommes venus pour célébrer cet anniversaire. 50 ans, c'est important. Nous qui célébrons cet anniversaire, que Dieu nous donne la possibilité d'être là dans 50 ans encore. Vous voyez, il n'y a pas 2 fois 50 ans dans la vie d'un individu. Absolument. Donc c'est important. Alors, le bilan, c'est déjà ça, d'avoir tenu 50 ans. Donc, c'est une institution qui a tenu 50 ans. L'espérance de vie des Africains de la zone, peut-être dans certains pays, n'est pas de 50 ans. L'espérance de vie des institutions communes n'est pas de 50 ans. À preuve, au lendemain de l'indépendance, les États ont décidé aussi de mettre en commun un espace important, disons un moyen important de leur souveraineté, la souveraineté aérienne. Ils ont créé Air Afrique. Et Air Afrique n'a pas fêté 50 ans. Alors même que, effectivement, c'est quelque chose, un domaine essentiel pour le développement économique. Donc, je crois qu'il faut souhaiter bon anniversaire à la BCEAO. Quel est le bilan? Nous sommes réunis pour faire le bilan. Alors, c'est difficile de faire le bilan d'une institution aussi importante en très peu de temps. Mais je vais essayer. Alors, premièrement, tout le monde reconnaît que si cela n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. D'autres, je veux dire la BCEAO, bien sûr, d'autres pays ont eu leur banque centrale, mais la comparaison n'est pas en défaveur de la BCEAO. Donc, ça, c'est le premier bilan. Nous avons eu raison de rester ensemble. Surtout au moment où on parle de plus en plus de mondialisation, de concentration, etc., d'intégration économique. Deuxième bilan qu'on peut faire, à n'en pas douter, l'institution a permis la stabilité monétaire. Et son objectif essentiel, c'est d'assurer la stabilité des prix et à moyen et long terme. Ouais, c'est important de contrôler donc l'inflation, de protéger le pouvoir d'achat par la stabilité des prix et de protéger la valeur de la monnaie. On peut dire que globalement, cela a été atteint. Troisièmement, de contribuer ainsi au développement économique. De contribuer au développement économique en créant, en participant à la mise en place d'un cadre macroéconomique qui permette le développement économique, ce qui veut dire que de ce côté-là, la Banque centrale n'est pas seule. Et enfin, d'assurer la stabilité financière, de veiller à la stabilité financière. Et sur chacun de ces points, on peut dire que globalement, la Banque centrale a rempli sa mission. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire. Il y a encore beaucoup à faire, on pourra en parler si vous voulez. Oui, les populations africaines qui sont membres de la zone, pourtant, certains disent que la pauvreté continue à sévir dans nos pays. Est-ce que la BCEAO n'a pas, justement, sur ce point bien précis, échoué? Voilà, non. Le rôle de la BCEAO, ce n'est pas de faire la politique économique à la place des responsables. Le rôle de la BCEAO, c'est de contribuer, comme je viens de le dire, à, disons, gérer une monnaie, à faire en sorte que la monnaie qui est un instrument de politique économique, que cette monnaie-là, par sa valeur, par sa tenue, sur le moyen et long terme, permette justement de participer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté. Mais l'instrument monétaire n'est pas le seul. Il y a tous les autres instruments de la politique réelle, n'est-ce pas? Il y a le budget d'abord, la politique de finances publiques, et les politiques de développement, les politiques sectorielles de développement, qui sont du ressort des États, individuellement. Alors, c'est vrai que puisque nous avons des économies dont le niveau de développement est inégal, comment on peut avoir une politique monétaire commune? C'était la problématique qui nous a été posée. Et c'est pour ça qu'en 1994, nous avons mis en place, les États ont mis en place une autre institution qui sert là, c'est de charger donc de faire avancer l'intégration économique. Donc intégration économique et intégration monétaire permettent de créer un espace unique où les personnes, les biens circulent, où les capitaux circulent, mais surtout une zone de croissance économique partagée parce que des politiques sont menées ensemble autant que possible. Que ce soit des politiques macroéconomiques, la maîtrise des budgets, que ce soit les politiques de prix,
n'est-ce pas, que ce soit la politique monétaire, que ce soit le politique salarial, coordination pour que l'espace soit le plus, disons, intégré possible. Ça, c'est l'ambition, c'est la réalité aujourd'hui. Mais il y a beaucoup à faire. Et je crois que c'est le programme que... Mais dans les faits aujourd'hui, si on regarde bien dans la zone de l'UEMOA, dont on dit que c'est une zone monétaire qui permet la circulation des personnes et des biens, il est plus facile de quitter Dakar ou Abidjan d'aller à Paris que de quitter des fois Dakar, aller au Togo. Voilà, tout à fait. Vous avez tellement raison, puisque moi-même, je suis en train de chercher une occasion de me rendre à Abidjan le plus rapidement possible. C'est pour ça que je fais allusion à l'entame de notre discussion à la disparition d'Air Afrique. Vous voyez bien que l'intégration économique qui doit donc permettre, ou plutôt qui doit sous-tendre l'intégration monétaire, passe aussi par des mises en commun des secteurs, le développement des secteurs. Le secteur aérien est un facteur important. Les routes sont des facteurs importants. Le train est un facteur important. Le secteur agricole. Oui, j'en viens. Donc tous ces secteurs-là sont importants, puisque vous avez parlé de moyens de se déplacer dans la zone. Il n'y a pas de route qui nous permet d'aller d'un pays à un autre. Donc je crois qu'il y a une politique sectorielle, un programme sectoriel commun de développement de la route, géré par l'UEMOA. Il n'y a pas de bateau, n'est-ce pas, qui nous permet, pour les pays côtiers, d'aller d'un point à un autre. Il faut développer cela. Il n'y a pas de train, il faut développer. Il n'y a que le ciel. Le ciel, nous avions Air Afrique, malheureusement, n'existe plus. Donc ça, ce sont des défis. Et ces défis-là, nous devons les relever. L'objectif, c'est de faire de cet espace-là un espace unique, économiquement, monétairement, et un espace de croissance et de développement partagé. Donc pour cela, il faut effectivement faire avancer les politiques sectorielles de développement. Vous avez parlé du secteur agricole. Là aussi, effectivement, il y a des potentialités énormes et diversifiées. Il faut les mettre en œuvre. Et c'est le rôle de la Commission de l'Union économique et monétaire. Et je crois que de ce côté-là, elle fait du travail. Cela avance. Est-ce que 50 ans après que les pays africains soient aujourd'hui dans cette situation-là, de pratiquement d'importation pour se nourrir, aujourd'hui que les jeunes africains veulent quitter leur pays, la zone CFA par ailleurs pour pouvoir survivre, n'est pas quelque part un échec dans les politiques qui ont été mises en œuvre un peu partout dans la zone? Oui, peut-être qu'effectivement, on peut le prendre comme cela, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de pays au monde où le développement est achevé. Nous avons encore des problèmes, mais surtout nous avons des potentialités. Donc il faut faire mieux, c'est clair. Nous avons plus de potentialités que d'autres. Comment faire pour faire mieux? Mais il faut avoir un leadership, n'est-ce pas? Il faut mettre en place des politiques de développement, des politiques macroéconomiques, je l'ai dit, et des politiques sectorielles de développement en commun. J'insiste là-dessus. C'est important que nous mettions ça en commun, que nous ayons la même vision, que nous ayons parce que nous avons les mêmes intérêts finalement. Les populations, c'est les mêmes, elles circulent librement. Je crois que là, on peut le dire, même si les moyens d'aller d'un État à l'autre sont difficiles. Mais le principe est que c'est la libre circulation des personnes et des facteurs de production. On va commencer par le facteur travail. Il faut qu'on fasse avancer aussi ces aspects-là. Également qu'on fasse avancer le droit d'établissement, que l'esprit d'entreprise, disons, qui peut exister dans un pays puisse s'exprimer dans un autre pays si les possibilités lui sont offertes. Moi, je pense à l'espace, au développement de l'espace agricole. Je crois qu'il y a des jeunes qui souhaiteraient faire de l'agriculture. Il faut que nous leur donnions l'occasion de s'installer. Donc, le droit d'établissement va être un facteur important pour nous permettre d'absorber toute cette jeunesse et qui a raison de réclamer du travail. Mais on ne peut pas le faire s'il y a encore des blocages d'ordre administratif, alors même que les principes, c'est la libre circulation et le droit d'établissement. Mais pour beaucoup d'observateurs, le diagnostic a été fait, le problème a été trouvé, les mots sont là, mais c'est les solutions qui manquent.
de l'audace pour qu'on y aille, parce que souvent on dit voilà ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Les solutions sont même là. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi voilà. elles ne sont pas mises en œuvre? Voilà, les solutions même là, c'est ça qui est réconfortant. En même temps, effectivement, encore une fois, il n'y a pas de région du monde où le développement est achevé. Hein, voyez-vous, quand vous avez un problème, bien le diagnostiquer, c'est déjà le début de la solution. Et pour revenir aux 50 ans de la Banque centrale, franchement, nous avons eu le bonheur d'écouter des expériences diverses et de gens qui ont mené des politiques monétaires, des expériences comparées. Et je peux vous dire que nous sommes sortis de là réconfortés et il n'y a aucun horizon qui n'a été exploré par les responsables de la Banque centrale depuis 50 ans. Aucun horizon. Mais maintenant, même en matière de politique économique, il n'y a aucune conception, aucune vision qui n'ait été explorée par les responsables. Vous avez raison, il faut agir. Il faut agir, mais pour agir, nous avons 8 pays. Nous avons des dirigeants différents. Nous avons des situations politiques différentes. N'est-ce pas? On a un espace, 8 États. Un espace que nous voulons commun, 8 États. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans un fédéralisme total. Cela veut dire qu'il y a les capacités individuelles de chaque pays de mener des politiques. Je ne suis pas contre ça. Mais il faut de plus en plus que les politiques communes de développement prennent la place. Et c'est à partir de là que nous pouvons avoir un bilan global. C'est à partir de là que les inégalités qui apparaissent ici et là, sur lesquelles d'ailleurs, il y a 50 ans, les responsables qui n'ont pas perdu de vue cela. C'est pour ça qu'on a mis en place une banque de développement. Ça s'appelle la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Il faut agir, on n'a pas fini d'agir. Ce n'est pas suffisant ce que nous avons fait, mais franchement, je crois que nous sommes dans la bonne direction. Il y a aussi le problème qu'il est difficile de rattraper le développement démographique. N'est-ce pas? Il y a une croissance démographique des populations qui sont très dynamiques en matière de production des individus, des enfants, etc. Mais quand on le fait, il faut faire des politiques qui sont de qualité suffisante pour permettre d'absorber ces main-d'œuvre ou ces facteurs de production que nous mettons ici en place. Mais Donc, voilà la dynamique, voilà la problématique des politiques économiques. Mais un diagnostic a été fait par l'UEMOA, par des experts qui ont réfléchi sur un document, UEMOA 2020. Dans ce document, on parle même d'armée fédérale, on parle de fédéralisme de plus en plus poussé. Voilà. On a l'impression que les États sont dans nos souverainetés étriquées. Oui, encore un peu jaloux, n'est-ce pas? Parce que l'intégration est très avancée dans cette région. Ça viendra. Ça viendra. Moi, je suis persuadé que ça viendra. On ne peut pas demander à une génération de tout faire. Les autres générations viendront parachever. Mais ce qui est important, c'est de se mettre d'accord que hors l'intégration, aucun de nos pays n'a les chances de s'en sortir individuellement. Donc ça, c'est la leçon que nous tirons aujourd'hui de ce que nous observons. Qu'il faut pousser l'intégration plus loin. Encore une fois, ma conception, c'est qu'à un espace unique, monétaire unique, il faut un espace économique unique. À un espace monétaire et économique unique, peut-être trouver une forme de fédéralisme pour que les politiques permettent à la fois de propulser le développement économique, la croissance économique et le développement. Et beaucoup d'économistes ne comprennent pas aujourd'hui que l'espace l'UEMOA ait autant d'argent dans des réserves par le Trésor français, plus de 3 000 milliards de francs CFA, de l'argent qui aurait pu servir à financer des politiques de développement des pays de l'UEMOA. Ils ne comprennent pas pourquoi cet argent, les pays africains ne sont pas partis chercher leur argent pour développer leur pays. Là, j'avoue que là, il y a une incompréhension, à tout le moins, sinon une méconnaissance des mécanismes. Cela prouve que, effectivement, ceux qui gèrent cet espace-là, ou plutôt cet instrument-là, doivent faire de la communication.
doivent être de plus en plus didactiques. Et ça, c'est important. Il faut que la politique monétaire, financière, économique que l'on mène, il faut qu'on l'explique. Il faut que la transparence soit des règles. Il faut qu'on éduque techniquement, je veux dire, ceux pour qui on travaille, c'est-à-dire nos populations. Alors, pour revenir à la question, c'est vraiment un problème mineur. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Les 3 000 milliards, cela s'appelle des réserves de change. C'est quoi des réserves de change? Les réserves de change, c'est l'argent, excusez-moi, je vais utiliser des termes simples, c'est l'argent exprimé dans des devises étrangères que l'on a lorsque l'on exporte, lorsqu'on exporte, ou lorsque on mobilise des emprunts. C'est-à-dire lorsque des pays vous prêtent de l'argent. Ce sont des réserves de change. Entendez-moi bien. Ces réserves de change, la contrepartie s'exprime en francs CFA. Et dès lors que vous exportez, vous avez exporté 1000 tonnes d'arachide, n'est-ce pas? Vous, l'exportateur, vous avez vendu ça, je ne sais pas, aux États-Unis. Ça fait tant de dollars. Mais la contrepartie de ces dollars vous est créditée ici dans votre compte. Donc vous avez reçu votre argent. N'est-ce pas? L'expression en dollars ou l'équivalent en francs CFA, c'est la contrepartie de la monnaie. C'est la contrepartie de ce que vous avez reçu. Mais vous l'avez déjà reçu. Si vous avez reçu, il est dans le système. Et s'il est dans le système, il a servi à financer des activités puisque vous en avez fait ce que vous avez voulu. Mais est-ce que les pays africains ont besoin que la France leur garde l'argent? Attendez. La France ne garde pas Le notre trésor argent. français. La France ne garde pas notre argent. Elle fait quoi avec notre... Si vous me donnez une minute, je vais vous réexpliquer encore. Je crois que je n'ai pas été bon professeur. Nous avons un accord de coopération par lequel la garantie de convertibilité de la monnaie CFA, c'est-à-dire l'équivalent, la conversion du franc CFA en dollars, en euros ou en yens, est assurée par le partenaire historique qui est la France. Je prends l'engagement, je dis ceci, je garantis le prix de votre monnaie, encore une fois par rapport à toutes les autres devises étrangères. C'est une assurance, n'est-ce pas? C'est une assurance. Deuxièmement, en contrepartie de cette assurance, on dit ceci, lorsque vous allez vendre à l'extérieur le produit en devise, une partie de ce produit sera déposée pour votre compte, donc comme service de garantie, n'est-ce pas? Déposée pour votre compte, pas pour la France, dans nos comptes. Mais est-ce que les États africains peuvent utiliser cet argent pour financer le développement? Toujours. La contrepartie est utilisée chaque fois, puisque c'est à partir de là que l'on émet la monnaie. La masse monétaire qui est émise, les crédits qui sont mis à la disposition des économies tiennent compte de cet argent-là. Vous voyez, on ne peut pas parler de masse monétaire, de distribution de crédit, sans prendre en compte ces avoirs extérieurs. D'ailleurs, tenez-vous bien, il n'y a pas que ça. Il n'y a que dans des banques, vous qui êtes exportateur, vous avez aussi des lignes ou des montants dans les banques étrangères, pas seulement françaises. La réglementation stipule qu'il y a obligation pour tout exportateur de l'Union de faire revenir cet argent-là qu'il a obtenu par l'exportation. Et c'est ce qui se fait. La banque surveille cela. Ce n'est pas instantané, mais elle le fait. En d'autres termes, le Trésor français n'est que banquier pour les États. Parce que le Trésor français, c'est l'État français
qui garantit la convertibilité. Mais certains économistes... Deuxièmement, l'État français dit aussi que si, à Dieu ne plaise, les États africains avec lesquels il est en coopération n'arrivent pas à exporter suffisamment, s'ils n'ont pas de devise du tout, ça peut arriver. Il y a des pays qui n'ont pas de devise du tout. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus importer. Si vous n'avez pas de devise, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'argent exprimé disponible, vous ne pouvez plus importer le riz, vous ne pouvez plus importer le pétrole, vous ne pouvez plus importer un tas de choses, des biens d'équipement. L'État français dit, l'accord dit que dans ces conditions-là, alors nous allons vous prêter des ressources pour le faire. Voici les éléments. Mais certains économistes africains expliquent aujourd'hui que le taux de change, le taux fixe qu'on doit changer le taux parce que le CFA doit être arrimé à un panier de monnaie pour permettre aujourd'hui aux pays africains de bénéficier des exportations, des fluctuations des monnaies, des devises. Monsieur Diop, je veux faire une émission didactique. Parce que les économistes qui disent cela, il faut qu'ils sachent que c'est possible. Mais quand on parle de panier de monnaie, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous prenez des monnaies étrangères, $1, €1, 1 yen, vous mettez dans un panier, vous mélangez et vous déterminez une valeur de référence et puis votre monnaie à vous, vous lui donnez une valeur par rapport à cela. C'est ça le panier. Absolument. En quoi c'est différent du système que nous avons? Y a-t-il pas un taux de conversion entre l'euro et le dollar, entre l'euro et le yen, entre l'euro et le yuan? Voyez-vous, il y a quelques années, il n'y avait pas l'euro. Il y avait les monnaies nationales. Ça faisait un panier, l'addition de tout ça faisait un panier. Ce panier est confondu dans une seule monnaie qui s'appelle l'euro. Les gens nous ont rejoints d'ailleurs. Ils ont rejoint une monnaie commune. Donc, ces monnaies diverses, on a mis le panier ensemble et on a déterminé une valeur. Et notre monnaie est la valeur est déterminée par rapport à cette nouvelle monnaie. Hier, c'était un panier, aujourd'hui, c'est une seule monnaie. C'est de faux problèmes. Mais pourquoi les pays africains ne peuvent pas mettre en place une monnaie africaine? Alors, c'est quoi une monnaie africaine? Une monnaie africaine, c'est une monnaie dont la contrepartie est l'économie africaine. Une monnaie africaine, c'est une monnaie qui est gérée en toute souveraineté par les Africains. Les Africains de l'Union, de l'espace UEMOA que nous sommes, gèrent en toute indépendance, en toute souveraineté leur monnaie. Ils gèrent la politique monétaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. La Banque centrale est gérée par des Africains. Le gouverneur est africain. Il n'y a pas un seul expatrié dans cette banque. Alors, ça, c'est déjà important. Les organes de gestion de la politique monétaire, le comité de politique monétaire, ce sont des Africains. N'est-ce pas? Le conseil d'administration, ce sont des Africains. Sauf qu'il y a un représentant de pays avec lequel nous avons un accord de coopération. Mais la plupart des banques qui sont implantées dans les pays africains, c'est des filiales si étrangères. Vous permettez, je veux faire de l'explication. Oui. Permettez-moi que... je ne passe pas une émission politique. Oui, bon, c'est une explication, je crois que pour vous-même c'est mieux. Je veux faire une émission d'explication. Donc, la monnaie est gérée par les Africains. Les décisions, on parle de politique monétaire, en tout cas pour la Banque centrale, les décisions qui sont prises par les Africains. Des chefs d'État au Conseil des ministres, en passant par le Conseil d'administration et les responsables de la BCE, ce sont des Africains.
La Banque centrale est en Afrique. Le siège est à Dakar, en terre africaine. Tous les agents sont africains. À moins d'être vraiment... Mais certains de penser que ils ça n'a essaient... rien à voir avec les économistes. À moins de penser que nous sommes... Effectivement, nous avons ce complexe. Je ne vois pas comment on peut dire que la monnaie n'est pas africaine. Maintenant, on peut parler des banques. Les banques sont ici installées chez nous. Le capital des banques est diversifié. Il y a des banques qui sont détenues en capital par des gens qui ne sont pas africains. C'est comme une entreprise. Mais la politique de crédit au plan général est menée, déterminée par la Banque centrale, n'est-ce pas? Au plan macroéconomique. Les pratiques, les octrois, les décisions d'octroi de crédit sont prises par les responsables de ces banques-là, qui sont installés chez nous. Qui peuvent être des Africains, comme pas des Africains. Mais justement, le président Macky Sall a tiré Alors, l'alarme sur ça, alors, en disant que... alors, non, Allez-y. alors, le président Macky Sall n'a pas dit ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des banques africaines. C'est une entreprise comme une autre, n'est-ce pas? Une entreprise comme une autre. Oui, le président Maintenant, le président Macky Sall s'est inquiété les taux des d'intérêt taux élevés, de ces les banques. taux d'intérêt élevés. Je vais vous rassurer. C'est une préoccupation tout à fait partagée, même par les responsables de banques centrales. Alors, c'est une des problématiques qui se posent à tous les gestionnaires, à tous les responsables des banques centrales. Pourquoi? Parce que dans un contexte où on a libéralisé, n'est-ce pas, la politique monétaire, où la politique monétaire n'est plus dirigiste, où la politique de taux d'intérêt n'est pas décidée, le taux d'intérêt aux clients, débiteurs comme créditeurs, pratiqué par les banques, n'est pas déterminé par la Banque centrale. Ce que l'on voudrait, c'est que les signaux qui sont donnés par la Banque centrale, à travers ce qu'on appelle son taux directeur, ces signaux-là soient compris par les banques. En d'autres termes, il y a des moments où la Banque centrale, comme actuellement, dit la situation fait que me permet d'avoir un taux directeur bas. Cela signifie, si les banques voulaient emprunter à la Banque centrale, parce que vous avez des problèmes de ressources, vous voulez emprunter à 3%. Si c'est 3%, alors il faut bien sûr y mettre la marge qu'il vous faut, dont vous avez besoin pour équilibrer votre exploitation et même en faire une exploitation excédentaire, profitable, parce que c'est une entreprise. Mais sachez aussi qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire les entreprises. Mais est-ce que la Banque centrale a les moyens de contraindre ces banques-là à ne pas appliquer des taux excessifs? Je viens de vous dire que la politique de libéralisation fait que la Banque centrale ne contraint plus, n'est-ce pas? Qu'elle veut que les messages qu'elle envoie soient compris. La problématique, c'est de savoir si ces messages ne sont pas compris par les banques, que fait la Banque centrale? Je pose la question. C'est ça la question. Mais vous la posez mal. Je vous pose la question. Bon, c'est moi qui vous la pose maintenant. C'est ça la question. Alors, je vous dis que ça, c'est une problématique qui se pose aux banquiers centraux aujourd'hui. Il y a plusieurs instruments. Il y a plusieurs instruments qui s'offrent à nous, c'est trop technique. Il y a plusieurs instruments qui s'offrent aux banquiers centraux. Il y a plusieurs instruments qui posent. Mais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins un instrument légal. Je dis bien légal. C'est qu'en tout état de cause, les taux débiteurs que les banques font aux clients ne doivent pas dépasser un certain seuil que l'on appelle l'usure. Alors si cela atteint ce seuil-là, alors la banque a enfreint à la loi. C'est quoi le seuil? Écoutez, le niveau, je ne sais pas, vous n'avez qu'à regarder,
Vous savez, je suis maintenant dans un domaine autre que ça. Hein. Donc, Mais si on se met aujourd'hui dans la peau d'un Ivoirien ou d'un Sénégalais qui veut aller emprunter de l'argent dans une banque et qui trouve les crédits sont excessifs, qu'il faudrait que la banque centrale qui prête à ces banques puisse agir pour que ces taux soient moins bas, qu'ils puissent construire, qu'ils puissent cultiver, qu'ils puissent manger. C'est plus bas, vous voulez dire. Plus bas, voilà. Que ce soit plus bas. Que faut-il faire? Alors, c'est bien ce que je vous dis. Je vous répète qu'il fut un temps où le prix de l'argent prêté était indexé sur le taux de la Banque centrale. Il fut un temps. Nous avons laissé ce mécanisme. Pourquoi? Parce que nous avons libéralisé. On ne contrôle plus les prix au Sénégal. On ne contrôle plus les prix nulle part. Le contrôle des prix, administratif des prix, a amené des distorsions. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise option, ça? Le prix contrôlé. Peut-être. Si on ne contrôle pas, il y a des abus. Quand on contrôle aussi, il y a la triche. Bon, alors, laissez-moi finir de vous expliquer. On ne contrôle plus les prix. Par conséquent, le taux d'intérêt étant un prix, on ne le contrôle plus. Maintenant, il y a au moins un élément sur lequel on peut jouer. La diversité des banques, n'est-ce pas? La diversité des banques qui prêtent. Le nombre de banques qui prêtent. La concurrence. En théorie économique, la concurrence, lorsqu'il n'y a pas entente, et l'entente est prohibée en ce qui concerne l'octroi de crédit, si la concurrence elle n'est jamais parfaite, mais si elle joue normalement, alors ça va jouer sur le taux d'intérêt. Cela veut dire que si vous, monsieur Diop, vous voulez un crédit, vous allez trouver une banque. Si votre dossier est bon, que la banque vous fait une proposition de taux. Si votre dossier est bon, vous allez dans une autre banque. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Mais à la réalité des faits, on a l'impression qu'il y a une entente entre les banques par rapport au crédit. Alors, s'il y a une entente, l'entente est prohibée, elle doit être punie. Est-ce que les moyens sont là pour punir cette entente? Toute la question est là. C'est comme il n'y a pas le moyen pour pourchasser tous les tricheurs, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas que dans ce domaine-là où on triche. Dans la vie courante, il y a tellement de tricheurs. Hein, il y a des gens qui font de l'argent sale, qui font la drogue, etc. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut des règles. Alors, je vous dis que voici les moyens. Est-ce que ces moyens-là sont efficaces? Apparemment, non. Est-ce qu'il faut les réformer, ces moyens? Est-ce qu'il faut chercher d'autres moyens? Bien sûr, il faut toujours chercher. Lesquels? Mais j'en sais rien. On cherche. Vous avez dit chercher, non? Continuez à chercher. Alors, nous avons dit, si vous voulez vraiment que je vous restitue, nous avons dit, cette problématique a été posée, c'est une question importante, parce que ce que la Banque centrale fait doit être transmis à l'économie réelle. Bon, alors, j'ai parlé de concurrence dans les banques. Vous parlez aussi d'autres institutions, n'est-ce pas? Les microcrédits, la finance de proximité. Il faut inclure tout le monde dans le secteur. Il faut multiplier, n'est-ce pas, les guichets. Tous ces éléments, l'approfondissement du système bancaire, l'approfondissement des mécanismes, parce qu'il n'y a pas que le crédit, cher ami. Il n'y a pas que le crédit qui doit financer le développement. Hein? Le crédit bancaire, je dois dire. Il y a d'autres formes. Et la banque a beaucoup travaillé là-dessus. Les entreprises individuelles ou les sociétés ont aussi la possibilité, à travers d'autres mécanismes, d'aller emprunter de l'argent pour financer leur activité. Tout ça, mis ensemble, crée la pression sur les tricheurs ou ceux qui ne respectent pas la loi ou qui tendent, pas seulement les tricheurs, parce qu'ils sont très peu ils sont très peu nombreux, mais également ceux qui, pour une raison ou une autre, n'entendent pas les messages qui sont envoyés par la Banque centrale.
Je crois que c'est un système effectivement très sophistiqué. J'essaie de vous expliquer cela parce que la facilité qui n'est pas productive eût été que la Banque centrale soit directive, qu'elle aille fixer les prix. Mais si on fixe le prix de crédit, il faut fixer le prix du riz, il faut fixer le prix de la viande, contrôlé. Donc il faut fixer tous les prix. On rentre dans un système socialisant, communiste, et qui n'a pas fait ses preuves. Donc il y a aussi une logique dans tout cela. Si on veut rentrer dans un système où l'État, où la Banque centrale, ou les institutions, contrôlent tout, fixent tout, a priori, et contrôlent a posteriori, ça peut se faire. Mais alors on tue l'initiative économique, l'esprit d'entreprise. Il faut bien que les gens comprennent que chaque système a sa logique. Ce qu'il faut, c'est que chaque acteur, les acteurs participent à la mise en place, au développement de cette logique pour qu'elle soit profitable à tout le monde. Vous êtes le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, on voit que dans votre pays, il y a pratiquement de l'insécurité, des attaques un peu partout. Où en êtes-vous avec ce processus? Vous me parlez de réconciliation, vous me parlez d'insécurité. Mais c'est ce qu'on a constaté. Alors, non, mais vous avez raison dans une certaine mesure. Mais vous savez, c'est un processus que tout le monde doit soutenir. Et je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois. Je vous ai parlé de l'importance de créer un espace commun de solidarité. Et je vous ai parlé des avantages qu'il y a à avoir de gérer des souverainetés ensemble. Et je vous ai dit que la monnaie, c'est un instrument important. Je vous ai dit les transports, le développement et le déplacement, c'est important. Je vous ai dit la circulation des personnes, c'est important. Je vous ai dit le droit d'établissement, c'est important. Voici le projet. Et dans ce projet-là, il y a des États. Et je vous ai dit aussi que malheureusement, le fédéralisme politique n'est pas encore au point. Ça veut dire qu'il y a effectivement des États indépendants. Et dans ces États indépendants, il peut y avoir des problèmes. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous savez, le rôle et l'importance qu'elle a dans l'espace économique et monétaire. La Côte d'Ivoire, pendant longtemps, a été considérée comme un espace de stabilité, comme le moteur économique, politique même, de l'espace. Elle connaît des problèmes. Des problèmes depuis 10 ans, au moins. C'est trop. Mais dites-moi, ces problèmes-là qu'elle connaît, n'ont-ils pas eu de répercussions, pensez-vous, sur la situation des autres pays? Ma réponse est oui. Donc, c'est une affaire, maintenant que nous sommes sortis de l'épicentre du séisme, que nous cherchons à ramener la Côte d'Ivoire sur ses rails, n'est-ce pas, dans son destin, dans son rôle, ma conviction, et c'est pour ça que j'ai accepté cette mission, c'est que c'est une mission à laquelle doivent participer non seulement tous les Ivoiriens, mais tous les habitants de l'espace UEMOA, là où ils sont et comme ils le peuvent. Cela dit, c'est un processus compliqué, difficile, parce qu'il parle au cœur, il parle aux esprits, n'est-ce pas? Il y a eu des choses graves qui se sont passées. Nous avons fait une élection et il y a eu la guerre. Quand il y a la guerre, il y a des traumatismes importants. Il y a des victimes, il y a des morts. Donc nous sommes sortis de cela, c'est ce que j'appelle l'épicentre. Et nous allons vers la réconciliation par le rassemblement de tous les Ivoiriens. Et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, voyez-vous. Dans la commission que je préside, il y a un représentant des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, des autres pays membres de la CEDEAO. Alors, ce processus avance. Le président, sur le il terrain... avance lentement, mais il avance sûrement. Mais sur le Maintenant, terrain... il y a des insécurités, il y a des problèmes. Les coups de feu sur le terrain ne veulent pas dire que la réconciliation est là. Il semble que ceux qui sont avec Laurent Gbagbo, qui étaient avec lui, estiment qu'aujourd'hui, qu'ils doivent le défendre,
qui doivent revenir aussi au pouvoir. On parle du Ghana, ceux qui sont réfugiés là-bas. Il y a eu même des informations concernant une certaine jonction qui aurait lieu entre ceux-là et le Nord Mali. Le débat a été posé aujourd'hui. Il y a trop de questions à la fois. Il y a trop de questions. Mais je vais essayer de répondre. La question fondamentale, c'est que la réconciliation aujourd'hui n'est pas encore de mise en Côte d'Ivoire. Bon, voilà. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais comme vous voulez placer vos préoccupations que vous entendez à gauche, à droite, alors que vous devez saisir l'occasion de la présence du président d'un processus que je veux, un processus inclusif, participatif, y compris, alors je vais me mettre dans ma peau et vous répondre à vos préoccupations, pas les préoccupations de rue, mais les vraies préoccupations. Alors, vous avez dit à juste titre qu'il y a des irruptions de l'insécurité. L'insécurité, malheureusement, est quelque chose de partagé partout. Mais chez nous, ça prend un peu plus d'ampleur parce que c'est le résultat de la... peut être considéré comme le résultat de la fracture. Ça prend un peu plus d'ampleur parce que ça prend la forme d'attaque, n'est-ce pas? Par exemple, de camps, etc. Cela veut dire que tous les foyers de mécontentement n'ont pas été, disons, éteints. Bon, nous travaillons à cela. On peut dire effectivement que là où il y a réconciliation, là où on travaille sur la réconciliation, ces irruptions de violence sont antinomiques. Mais cela ne veut pas dire que le processus ne continue pas. C'est ça qui rend difficile le processus. Parce que si on pouvait le faire d'un coup de baguette magique, eh bien on le ferait. J'ai un ami qui a dit quelque chose, la réconciliation, ce n'est pas un match de football. On dit, on siffle le début du match et 90 minutes après on a arrêté. Donc maintenant, vous avez posé un tas d'autres questions. Ce sont les éléments justement qu'il faut prendre en compte pour arriver à la réconciliation. Et c'est le programme. Vous avez parlé des partisans de Gbagbo. Je ne travaille pas comme cela. Je travaille pour que le peuple ivoirien se mette ensemble, se rassemble, règle le problème qu'il a connu et que ce que nous avons fait de pas bien, ceux qui l'ont fait le reconnaître, ils sont dans tous les milieux, reconnaissent donc la repentance et que les victimes acceptent la repentance et qu'ensemble nous allions au pardon. Voici le programme. Et que les victimes reçoivent réparation. Voici le programme. Ceux qui sont et ce programme-là, il passe par la prise en compte des préoccupations des uns et des autres, y compris ceux qui sont partis de Côte d'Ivoire, qui sont en exil, alors même que la Constitution de Côte d'Ivoire interdit à tout Ivoirien d'être exilé. Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons, créons les conditions pour qu'ils reviennent. Ceux qui sont avec Laurent Gbagbo parlent de justice de vainqueur. Ils disent que ceux qui sont mis en prison, arrêtés ou pourchassés, ce sont ceux-là qui étaient avec Laurent Gbagbo la plupart du temps. Ils demandent aussi à ceux qui sont du camp de l'actuel président Alassane Ouattara soient aussi soumis à la justice. Oui, mais je ne suis pas autiste. Ils parlent de justice de vainqueur. Je ne suis pas autiste. Moi, je ne suis ni dans la justice de vainqueur, ni dans la justice des vaincus. Je suis dans la réconciliation. Est-ce qu'on peut faire une réconciliation ? Je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser.